te souhaite la bienvenue sur mon podcast Off the Mat. Mon intention est de te partager ici les clés précieuses que j'ai reçues du yoga pour apprendre à m'aimer, reprendre confiance en moi, cultiver mon équilibre et ma paix intérieure chaque jour. Je te souhaite la bienvenue chez toi. Bienvenue dans ce nouveau cycle, dans ce nouveau mois ensemble. Je suis très contente d'ouvrir le mois de juin sur le studio autour de la posture de l'équilibre sur les avant-bras, Pincha. Je sais à quel point c'est une posture qui est challengeante, mais surtout parce que on se suit finalement un peu toutes depuis ces nombreuses années. Quand je dis on se suit, c'est-à-dire que j'ai des élèves qui sont sur le studio depuis 1 an, 2 ans, bientôt 3 ans. Et je trouve que ce format est juste incroyable. Je suis tellement contente, franchement, chaque jour de me dire mais c'était une idée tellement merveilleuse de lancer ce studio et de lancer ce format tel que je l'ai fait. Parce que maintenant, j'ai cette chance d'avoir une communauté qui est hyper soudée, hyper connectée. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas du tout envie de changer. C'est ces interactions quotidiennes qu'on a, que ce soit via le groupe privé Facebook du studio, mais aussi via Instagram. Et puis, ces opportunités aussi ponctuelles pendant l'année de se retrouver pour des masterclass, des workshops, des intensifs, etc. En fait, tout ça, ça me permet de me connecter à chacune d'entre vous et aussi à vous de manière plus collective. Parce que moi j'ai mon voyage et vous avez aussi chacune votre voyage. Et parfois, quand on est trop dans son propre voyage, et là je parle de moi, on a moins de facilité à comprendre ce que les autres vivent, de quelle manière ils le vivent, parce que c'est un peu loin derrière nous tout ça. Et moi, Pincha, c'est une posture que je maîtrise depuis un certain temps. Et je crois pas avoir eu énormément de peur quand j'ai commencé à travailler sur ces postures-là. Du coup, pour moi, c'est quelque chose de nouveau en tant que professeur que je me dois d'écouter. Et parce que c'est quelque chose qui m'aide en fait à construire derrière des classes, des programmes qui vont répondre au mieux à vos besoins. Et donc, tout ça pour dire que ce programme Pincha, à la base, n'était pas prévu tel qu'il va l'être ce mois-ci. Et c'est tant mieux. J'avais écrit un programme. D'ailleurs, j'adore vous partager ça sur le podcast parce que je trouve que c'est tellement à la fois complémentaire avec ce que je vous partage sur la vidéo de présentation YouTube que vous trouvez aussi sur le studio. Et avec le programme en lui-même et tous nos échanges, nos rendez-vous du mois. Parce que j'aime bien ici, je vous dis un petit peu comment j'en suis venue à créer ça, et ça en particulier pour ce format-là qui est vraiment nouveau pour le coup, que j'espère vous allez accueillir avec excitation et avec amour, comme autant d'excitation et d'amour que j'ai moi maintenant à vous en parler et puis à vous y guider pendant le mois. J'y viens, promis, j'arrête de parler. Donc à la base, j'avais prévu un programme un peu challenge, voilà, quelque chose sur une semaine où on allait travailler à fond ensemble Pincha. Et en fait, je me suis rendu compte que, pourtant je sais que j'avais travaillé sur ce programme, mais je me suis rendu compte que ce programme, tel qu'il était, alors il était super en termes de contenu, mais j'avais pas la sensation qu'il allait apporter quelque chose en plus sur le studio et donc à vous. Aujourd'hui, sur le studio, il y a, je pense qu'à l'heure où va sortir cet épisode, il va y avoir plus de 500 cours. C'est énorme. À ça s'ajoutent les cours en live tous les mois qui sont aussi dispo en replay. Et un programme déjà existant de 10 jours autour de Pincha. Et ce programme, je me rappelle, je l'ai enregistré il y a 1 an ou 1 an et demi, quelque chose comme ça. Et quand je l'ai sorti, ce programme, je l'adorais. Et c'est très rare, vous me connaissez, c'est très rare, je suis très dure avec moi-même, d'avoir autant de satisfaction et de contentement pour un programme que je sors. D'ailleurs, le dernier programme Handstand qui est sorti donc cette année en 2025, pareil, c'est un programme, quand je l'ai sorti, je savais que le format, parce que c'est
toujours une question de format en fait. C'est de la manière dont je vais vous présenter les choses, c'est la manière dont je vais vous guider dans la structure et tout ça qui fait la différence. Et ça, j'en suis convaincue parce que Pincha, c'est Pincha, le handstand, c'est le handstand. Le dauphin en 2022, c'est le même dauphin en 2025. Donc, ce sera toujours une posture clé pour vous aider à construire votre force, ouvrir dans les épaules, etc. Et donc, pour moi, en fait, j'avais pas la sensation avec cette nouvelle idée d'apporter quelque chose qui allait changer vraiment la donne dans votre voyage. Certes, ça allait être des nouvelles séances, parce que voilà, quand on voit que la séance elle est nouvelle, on se dit bah c'est cool, ça me permet aussi de changer, on va dire, je sais pas, de background sur la vidéo, de musique, d'énergie, j'en sais rien. C'est vrai, mais en même temps, la finalité, c'est que le contenu du cours en lui-même n'allait pas apporter quelque chose de nouveau. On va dire que à votre mental, oui, mais à la performance et finalement à votre objectif, pas grand-chose. Et j'ai la chance de pouvoir échanger avec vous quotidiennement, que ce soit sur le groupe privé d'échange Facebook, que ce soit sur Instagram, que ce soit pendant mes masterclass, pendant bref, tous ces moments-là où en fait on se retrouve. J'ai la chance en fait de pouvoir me connecter à vous, de savoir où est-ce que vous en êtes et surtout de connaître vos blocages. Et à partir de là, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui aujourd'hui, là où elles en sont, parce que clairement, même si tu rejoins le studio aujourd'hui, tu arriveras toujours au bon moment. Bon, ça, c'est un truc, c'est assez magique, mais quand tu arriveras sur le studio, si tu n'y es pas encore, peut-être que tu n'y seras pas après cet épisode, j'espère, mais peut-être pas. Peut-être que tu viendras plus tard. Ben, en fait, le moment où tu vas arriver, tout sera là, en fait. Tout sera là pour toi au bon moment. Et donc, je me suis dit, en fait, ce qui leur manque aujourd'hui, c'est plus que je sois là, que je sois vraiment là, un peu en temps réel. C'est-à-dire que je sois vraiment là pour leur dire, baisse ton genou, rétroverse ton bassin, reste. Je sais qu'il y en a à qui ça va résonner quand je vais dire ça, reste. Et vraiment d'avoir ce petit pep talk, comme on dit, ce petit discours, un peu ce speech de motivation à l'instant présent, parce que c'est ici, à l'instant juste, qu'on crée le déclic. Et je le sais parce qu'avec le programme Handstand, ça s'est produit. Après les lives, on échangeait individuellement, je disais des choses et le lendemain, il se passait de la magie. Et je me suis dit, ok, c'est ça qu'il faut que je mette en place pour Pincha, parce que elles sont toutes pas très loin. Et souvent, ce qui vous retient, c'est la peur, le manque de confiance en soi, etc. Du coup, je me suis dit, ok, cette année, je veux qu'on travaille Pincha, mais je veux qu'on travaille Pincha au travers d'une immersion. Quelque chose où on va se retrouver à 100% en live. Et je te rassure, si tu n'es pas dispo sur les lives, et c'est complètement normal parce qu'on a toutes nos contraintes du quotidien, tous ces cours, ils sont toujours disponibles. Généralement, je m'accorde toujours 48 heures parce qu'il y a souvent des problèmes techniques. Mais généralement, même avec les problèmes techniques, et quand je dis problèmes techniques, c'est juste les lenteurs, des exports, des problèmes de fichiers qui s'exportent mal, etc. Mais souvent, j'arrive sous 24 heures à vous mettre en ligne les replays. Et donc le lendemain, vous avez déjà la séance qui est filmée avec ma caméra, avec mon micro. Donc c'est pas un replay Zoom. Vous avez vraiment une classe de qualité qui est mise en ligne. Et donc vous pouvez quand même suivre le programme à votre rythme. De la même manière, toutes les séances, elles restent toujours en illimité sur le studio. Donc vous pouvez aller repiocher dans les séances, vous pouvez refaire le programme autant que vous le voulez. Et vous y avez tout le temps accès. Donc je me suis dit, ok, ce mois-ci, j'ai envie d'être davantage disponible avec elle en temps réel pendant des lives. Donc ce format de programme, In My Pincha Era, c'est un programme qui va être 100% immersif en live. Je répète, avec replay, pas d'inquiétude. Et on va se retrouver 2 fois par semaine en live avec des pratiques qui seront complémentaires et qui vont travailler aussi bien la force, en particulier du haut du corps, sangle abdominale, épaules, bras, etc. L'ouverture, donc la flexibilité des hanches, des jambes avec des séances écart. Et aussi une partie que j'avais envie plus restaurative, plus douce, plus
introspective aussi pour travailler sur cette confiance en soi qui fait défaut, sur la peur qui est souvent trop présente et qui vous empêche et trouver un peu plus de lâcher prise et de détachement justement dans ce voyage vers Pincha. Donc, je suis très contente d'ouvrir ce nouveau mois ensemble parce qu'on va grave se voir ce mois-ci en live. On va se retrouver avec des pratiques aussi qui seront différentes, à des horaires aussi qui seront parfois différents. Je sais que ça m'avait été demandé d'avoir des cours le soir, d'avoir aussi des cours le soir qui soient restauratifs et doux, ce qui est moins ce que j'ai l'habitude de faire. Mais là, je trouvais que c'était hyper approprié et c'était aussi quelque chose que j'avais envie de faire. Et ça, c'est quelque chose que j'essaye d'écouter depuis le début de tous mes partages, de toute ma présence ici. C'est de pas faire juste ce qu'on me demande, mais aussi de faire en fonction de ce que moi j'ai envie de faire et le faire de la manière dont moi j'ai envie de le faire parce que je sais que c'est la meilleure manière que ça fonctionne et que ce soit le plus, on va dire, efficace / performant possible, aussi bien sûr hors de votre tapis de yoga. Donc, je suis très contente d'ouvrir ce mois ensemble. On va travailler Pincha, on va travailler, donc comme je le disais, le côté physique sur le tapis, mais aussi le côté plus introspectif pour vraiment aller trouver ce petit déclic. J'espère courant du mois, fin du mois. Dans cet épisode d'ouverture de cycle, donc, je vais aborder les notions d'échec, les notions de changement et les notions de part et comment les accueillir dans ta vie pour qu'ils ne soient plus des freins à ton bonheur, mais aussi à la réalisation de tes rêves et tes objectifs, mais plutôt qu'ils deviennent des moteurs de ta transformation. Je vais te parler aussi d'amour et d'estime de soi, comment apprendre à t'aimer, comment apprendre à te respecter. Et en complément de mes mots que tu vas entendre dans ce podcast, mais que tu vas aussi recevoir par mail chaque jeudi du mois, tu auras dans ces lettres du jeudi des exercices de journaling qui vont t'accompagner et qui vont te guider de manière beaucoup plus concrète sur ce chemin vers la connaissance de toi. Parce que tu vas le comprendre quand je vais te parler dans cet épisode. Pour apprendre à t'aimer, il faut déjà que tu apprennes à te connaître. Et ça passe par des petits exercices d'écriture qui vont énormément t'aider pour un peu te reconnecter à toi, te reconnecter aux choses qui sont belles en toi et que tu oublies parfois parce que peut-être que ton regard est un petit peu trop attardé sur ces choses que tu aimerais améliorer. Donc, si tu n'es pas encore abonné, pense à le faire via le lien en description de l'épisode. Donc, si t'es pas encore abonné au newsletter, je te mets le lien. Comme ça, tous les jeudis, gratuitement, en plus de cet épisode, tu vas recevoir de manière totalement gratuite toutes ces lettres et tous ces exercices de journaling pour t'aider à nourrir ton voyage tout ce mois-ci sur le studio avec moi. Alors, comment embrasser l'échec, ou ce qu'on croit être un échec, comme un moteur pour nourrir ta transformation? Peu importe les sujets, peu importe que ce soit sur comme hors de ton tapis, souvent, et ça a été mon cas aussi, on a la sensation de stagner. Et plus on stagne, plus finalement on perd confiance en soi parce qu'on se sent inutile et on se sent incapable. Toute personne qui aujourd'hui réussit, c'est une personne qui auparavant a échoué. Pour un jour réussir, elle a d'abord essayé et elle a sans doute essayé plus d'une fois. Mais chaque fois, elle a essayé différemment parce que des fois précédentes, elle s'est nourrie de sagesse et elle s'est nourrie de connaissances. Il faut se tromper, mais par-dessus tout, il faut comprendre pourquoi on s'est trompé et utiliser ce qu'on appelle donc un échec comme un enseignement pour ensuite, entre guillemets, mieux faire. Quand je dis mieux faire, c'est faire de sorte à ce que ce soit davantage aligné avec ton instant présent. Toujours avec cet état de conscience que dans ce voyage vers la réussite, il y aura toujours plusieurs étapes. On ne bondit pas d'un point A, un point de départ, à un point B, un point d'arrivée, sans passer par des étapes intermédiaires. Moins tu feras preuve d'humilité sur ce chemin,
plus tu vas te heurter aux obstacles. Et plus tu seras têtu, plus tu vas ralentir ton attention. À l'inverse, plus tu avanceras avec réflexion et avec intelligence, et plus tu seras en mesure d'orienter ta trajectoire la fois d'après. Alors pour embrasser tes échecs comme des moteurs de transformation, la première chose à faire, très importante, très importante, en particulier notre société actuelle, c'est faire preuve de patience et faire preuve de compassion. On vit souvent l'échec comme une fin, comme une finalité. Et face à l'échec, on va avoir tendance à immédiatement reculer parce que ça nous fait peur. Ensuite, à nouveau, de refaire un échec, d'avoir honte, de culpabiliser, de pas savoir par quel chemin le prendre finalement. Souvent, on va se trouver des excuses. C'est pas fait pour moi. Je n'ai pas le temps de toute façon. Je suis pas assez flexible, je suis pas assez forte, etc. Et bien souvent, c'est la peur même d'échouer qui va nous paralyser et qui va nous priver finalement de l'expérience d'essayer. Aka, le syndrome de l'imposteur. D'ailleurs, j'ai un épisode sur mon podcast expressément dédié au syndrome de l'imposteur. Donc, si tu as tendance à t'auto-saboter, tu peux aller écouter cet épisode juste après celui-ci. L'outil le plus puissant qui m'a permis d'avancer sur mon chemin, ça a été l'humilité. Cultiver un esprit critique envers soi sans pour autant se déprécier, c'est ça l'humilité. Au début, j'avais tendance à être extrêmement difficile avec moi-même et avec mes erreurs, que ce soit sur comme hors de mon tapis. Et plus je cultivais cette impatience et cette colère, parfois très dure, plus je mettais une pression énorme sur mes épaules et plus chaque nouvel échec était vécu comme une erreur encore plus énorme que la précédente. Et avec cette attitude, finalement, je n'ai fait que piétiner mon estime et ma confiance en moi. Et absolument rien de tout ça ne me tirait vers le haut, ni ne m'aidait à mieux faire la fois d'après. La philosophie du yoga, elle m'a enseigné quelque chose de très beau, que j'ai peu à peu intégré puis conservé avec moi sur mon chemin, que ce soit avec moi-même, mais aussi dans mon enseignement. La compréhension que je suis une âme qui loge dans un corps physique. Mon âme, elle va renaître dans chacune de mes vies matérielles pour poursuivre son apprentissage et pour continuer son ascension vers l'illumination. Alors petit à petit, avec cette nouvelle vérité en tête, j'ai appris à faire preuve de douceur et de compassion envers chaque version passée de moi qui ne savait pas. En considérant ce principe très simple que chacune de ces versions de moi passées ne savait pas parce qu'elle était plus jeune, plus innocente et plus insouciante. Alors, la question c'est comment parlerais-tu à un enfant qui a fait une bêtise ? Quels mots, quel ton, quelle attitude est-ce que tu adopterais envers lui pour lui expliquer avec bienveillance pourquoi ne pas faire ainsi et comment mieux faire la fois prochaine. La deuxième chose pour transformer tes échecs en transformation, c'est d'être régulière pour créer l'accoutumance. Que ce soit sur comme hors de ton tapis de yoga, la seule manière d'un jour réussir, mais surtout de savoir si c'est véritablement ce qui est fait pour toi, ça va être de répéter encore et encore sur le long terme. Et quand je dis long terme, c'est pas 1 mois, c'est pas 2 mois. C'est plutôt à l'échelle de au moins 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et quand tu arrives à 10 ans, j'ai envie de te dire, déjà, tu commences à avoir un aperçu de si c'est fait pour toi ou si c'est pas fait pour toi. La plus grande force d'un vainqueur, c'est son courage, qui est souvent d'ailleurs très inspirant aux yeux des autres. Courage de continuer. S'autoriser à se montrer dans une version imparfaite de soi, consciente que la vie est parfaitement imparfaite. On portera toujours un regard critique sur ce qu'on fait et sur qui nous sommes. Pour autant, il n'est pas nécessaire de transformer cette autocritique en haine au risque de s'auto-paralyser. La haine, c'est un frein parce que la haine, elle est pernicieuse et elle sait exactement sur quel point appuyer pour te faire mal. La honte nous pousse souvent à nous arrêter net, préférant alors le confort de l'existant à l'inconfort de la nouveauté.
Parce que ce qui est nouveau nous fait peur. Et ce qui nous fait peur, c'est d'expérimenter la honte, d'expérimenter la culpabilité, d'expérimenter l'échec, l'échec répétitif. Alors comme pour un enfant, plus on va répéter la même action ou la même séance de yoga, plus on va avoir la capacité de mesurer les progrès qui ont été réalisés. Et plus alors on va nourrir notre confiance en nous. Parce que, tu le sais, ça, je cesse de le répéter, la courbe de la progression, c'est 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Un pas en avant, un pas en arrière, 10 pas en avant, 2 pas en arrière. Et pour autant, on continue de progresser. À vouloir, dans l'indécision, tester trop de choses différentes à la fois, plus on va disperser notre énergie et notre attention, et plus il va être ensuite difficile d'atteindre la satisfaction d'avoir enfin réussi quelque chose. Commencer en se concentrant sur une seule chose nouvelle, c'est souvent bien moins oppressant et déstabilisant que d'opter pour 10 nouvelles choses d'un coup. Imagine si tu donnes à un enfant 10 phrases à apprendre d'un coup, il va mettre énormément de temps à les apprendre, voire il va peut-être jamais réussir à les apprendre, voire même toutes les mélanger. Alors que si tu lui donnes d'abord une phrase à apprendre, une fois qu'il a commencé à être plutôt à l'aise avec, tu vas rajouter des nouvelles choses et puis etc., etc. Tu vas rajouter des nouveaux éléments qui vont venir nourrir sa croissance. Ça fonctionne exactement pareil quand on est à l'âge adulte. Une fois l'expertise construite, une fois la confiance en soi nourrie, on peut alors ajouter une nouvelle petite branche, puis une autre et encore une autre. Grandir, c'est un processus qui est silencieux. Dans un monde qui nous encourage à obtenir tout de suite, autorise-toi à ralentir et autorise-toi à avancer au rythme qui te semble être le plus juste, mais surtout le plus tenable pour toi. Toujours avec cette idée en tête que chaque jour où tu essayes, tu es en train de construire ta réussite. Comprends que la stagnation, elle se ressent que lorsque l'on commence à manquer de patience. Parce que la lenteur, ce n'est pas un défaut, ce n'est pas un échec. Et lent, ce qui nous apparaît comme étant insuffisamment rapide relativement à, en comparaison à. Mais de manière complètement absolue, est-ce véritablement lent ou est-ce finalement le rythme naturel? Alors finalement, ne serait-ce tout simplement pas le point de référence qu'il nous faudrait changer? Autorise-toi à changer et autorise-toi à changer autant de fois que tu le souhaites. Je le disais en début d'épisode, changer, ce n'est pas un échec, ce n'est pas une fin, c'est une redirection. Tu peux recommencer autant de fois que tu le veux et absolument quand tu le veux. J'aurais adoré qu'on me murmure ces mots il y a quelques années, qu'on me dise que changer d'avis, de direction, de vie, c'était pas un échec, mais plutôt la suite logique de mon histoire. J'aurais aimé que l'on me dise que je n'étais en fait pas du tout perdue lorsque tout me semblait flou. Que j'étais simplement dans cette transition un petit peu inconfortable et instable où réside l'inconnu. Ce point d'inertie entre le passé et le futur. Ce grand pas vers la reconnexion à soi où on pense que finalement rien n'existe alors qu'en fait tout est déjà. J'aurais adoré qu'on me dise que j'étais normale et que peut-être que c'était finalement les autres qui étaient anormaux. Parce que hors des standards, on se sent tout de suite pointé du doigt, presque victime de sa propre singularité. Et je comprends à présent que ma force, ce fut d'avoir le courage de m'écouter plutôt que de les écouter. Et malheureusement, être heureux dans notre société moderne, c'est devenu un privilège hors des normes. Si tu ne travailles pas, tu es en échec. Si tu n'es pas propriétaire, marié, parent à 30 ans, tu es en échec. Mais et si pour moi, le succès rimait avec liberté et la liberté avec l'inconnu? Non seulement tu as le droit de changer, mais en plus de ça, c'est la meilleure chose qui puisse arriver. Au lieu de te demander ce que tu vas faire pour initier le changement, commence par te demander: qui est-ce que je souhaite être? Ton identité, elle définit ta manière de penser,
Elle définit les routines que tu instaures, les relations que tu construis, la personne que tu es aux yeux du monde. Et tu as le pouvoir de choisir cette identité. Mieux, tu as le pouvoir de changer cette identité à tout moment et quand tu le veux. Pour être cette femme confiante, assurée et libre, commence par cultiver un état d'esprit qui t'inspire à être cette personne chaque jour. J'ai remarqué que les personnes les plus heureuses, c'était souvent celles qui choisissaient de l'être. Plutôt que de se laisser abattre face à une défaite, elles sont de celles qui tirent des enseignements de leurs expériences et qui les utilisent pour avancer plus fortes que jamais sur leur chemin. Au lieu de cultiver la honte ou la culpabilité, ce sont des personnes qui vont nourrir leur humilité, de sorte à s'incarner chaque jour comme une élève de la vie. Rien n'est jamais acquis pour personne. La connaissance est un processus qui est illimité et c'est un merveilleux processus qui est celui de l'apprentissage. Pour changer, tu n'as surtout rien à faire. Les expériences de la vie m'ont rendue plus forte émotionnellement. Tandis qu'auparavant, les ruptures amicales me brisaient jusqu'à m'enfermer dans la solitude et dans l'auto-jugement. Je comprends aujourd'hui qu'elles sont le symbole d'une transformation naturelle qui est souvent mutuelle. On ne peut pas vouloir grandir et donc changer et espérer qu'autour de soi, rien ne change. Ça n'a aucun sens. Si tu souhaites changer, ton environnement autour de toi, y compris tes relations, doivent changer. Finalement, le changement, c'est quelque chose qui est présent en permanence. C'est juste que le changement, il est silencieux. Et c'est simplement au moment de la transition, c'est simplement au moment où ça va devenir inconfortable que tu vas prendre conscience qu'il existe une porte ouverte vers le changement. Tout change en permanence sous nos yeux, jusqu'à ce qu'on arrive à ce point charnière où la transition nous porte enfin vers le changement concret. Et ben on est finalement des voyageurs. Et c'est finalement au pied de ce point qu'il nous revient la grande décision. Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Si on ne ressentait pas la peur, alors naturellement on irait. La résistance au changement liée à la peur revient en fait à avancer à contre-courant. Dans tous les cas, un jour ou l'autre, ce courant va devenir plus fort que toi. Accepter non pas que l'on ne peut pas tout contrôler, mais que l'on ne doit pas tout contrôler pour être heureuse, c'est la clé. Changer sa structure de pensée pour enfin se libérer de ces schémas limitants. Le changement, il sera toujours bénéfique, sauf que tu goûteras à ce bénéfice qu'une fois que tu auras passé l'inconfort. Sauf que comme ce changement n'est pas familier, eh ben, il va nous effrayer. Et sur le coup, il va peut-être pas être si savoureux que ça. De par notre éducation, on a appris à catégoriser la peur comme une menace, comme quelque chose de dangereux. Mais finalement, si tu changes ta structure de pensée, il s'agit finalement de convertir ta peur comme étant un signe que tu es dans la bonne direction. Alors reformate ton esprit en la peur de changer devient l'excitation de commencer ou de recommencer. Si tu as peur, c'est très bon signe. Demande-toi surtout pourquoi tu as peur. Parce que ce pourquoi, c'est lui qui est à la racine de tes émotions. Lorsque tu prends conscience des raisons à la source de ce que tu ressens, tu deviens capable de t'auto-guérir plutôt que de t'auto-saboter. Le changement commence par un état d'esprit avant même d'être une action. Alors incarne ce changement et le changement se produira. Ta meilleure arme pour changer, pour t'incarner, sans peur dans la meilleure version de toi-même, c'est toi-même. Et pour pouvoir utiliser cette arme redoutable, il va falloir que tu construises ta confiance en toi, mais surtout que tu te reconnectes à cette force intérieure, que tu te reconnectes à cette confiance qui t'habite, pour développer l'amour et l'estime de toi, pour nourrir et pour cultiver cet amour au quotidien dans chacun de tes choix, dans chacune de tes directions que tu vas décider de prendre. Toujours avancer avec cette idée de je m'aime, je me respecte et je sais que je suis capable. La confiance et l'amour de soi,
Ce sont deux choses qui naissent du courage. Le courage d'embrasser avec fierté toutes les facettes de qui tu es. Une fois qu'on va se sentir 100% aligné et entière, une fois qu'on s'incarne dans la version la plus assurée et la plus assumée de soi, on peut enfin vivre selon ses propres termes, sans se sentir obligé, s'en justifier ou même de s'en excuser. Parmi tous les voyages tumultueux dans lesquels la vie nous embarque, il y a celui de l'amour envers soi-même. J'ai cruellement manqué de connaissances sur le sujet jusqu'à ce que la vie s'adoucisse un peu d'elle-même et qu'elle m'ouvre des portes de compréhension. On pense souvent, et ça je le crois à tort, que s'aimer, c'est être capable de crier haut et fort ses qualités, de se valoriser publiquement dès qu'une occasion se présente. Mais moi je crois que l'amour de soi, il n'existe véritablement que lorsqu'il est silencieux. Cette relation de soi à soi, je crois qu'elle devrait exister uniquement dans l'intimité de son propre journal. Et c'est lorsqu'on parvient à trouver et à cultiver cet amour inconditionnel que l'on parvient à diffuser sans effort une énergie reposante, une énergie douce et inspirante. Le silence, ce n'est pas une absence. Il contient autant de sens et de présence que n'en contiennent les mots ou les actes. La plus belle qualité qui fait un homme, c'est incontestablement, et j'y reviens, son humilité. Parce que c'est dans l'humilité que grandit le savoir. Parce que c'est par l'humilité que l'esprit, autant que le cœur, s'ouvre curieusement et sans jugement à la découverte de tout ce qui est nouveau et tout ce qui est différent de soi. Et relativement, on apprend de nous-mêmes et de nos propres expériences. Si je n'aime pas ceci, alors par opposition, j'aime cela. Si je ne suis pas comme ceci, alors par opposition, je suis un peu plus comme cela, et ainsi de suite. Pour t'aimer, tu dois avant tout te connaître. Comment peux-tu tomber amoureuse d'une personne sans d'abord apprendre à la connaître? La passion de l'instant, c'est quelque chose qui est chimique. L'amour véritable, l'amour profond, lui, il se construit avec le temps et avec la connaissance. L'affection se nourrit des petits détails aussi imparfaits soient-ils. Une manière de s'exprimer, une aura particulière, les lignes d'un sourire, la mélodie d'un rire, le réconfort d'une attention. Toutes ces petites choses qui font l'être sont finalement bien loin d'être des toutes petites choses. Elles vont dessiner les contours de notre singularité. Et pour tomber amoureuse de toi, tu as besoin d'apprendre à te connaître et à doucement apprécier ces petites choses qui font la personne unique et singulière que tu es. Pour t'aimer, tu dois faire preuve de patience, de bienveillance et d'écoute. Notre société moderne, elle est dominée par l'ego. Et elle va quantifier le succès par le degré de productivité. Et elle va aussi créer des besoins aussi furtifs que superficiels. Patience, bienveillance et écoute, ce sont devenus des qualités qui sont très rares. Et pourtant, ce sont des qualités qui nous reconnectent à ce que la Terre a de plus beau à nous enseigner. Elles nous rappellent l'importance de ralentir pour entendre, de poser pour s'enraciner. L'amour ne demande rien, il est. Lorsque tu ralentis, tu t'autorises à être pleinement présente pour accueillir ce qui est. Pour t'aimer, tu dois te valoriser, tu dois te respecter. Ce que tu te donnes, c'est ce que tu vas attirer à toi. Ce que tu penses mériter, c'est ce que tu vas recevoir. S'aimer inconditionnellement, ça signifie être capable de s'accueillir tel que l'on est, sans chercher à se changer, sans porter du jugement réducteur ou destructeur. Oui, tu es comme tu es ainsi, mais tu es aimé exactement tel que tu es, parce que tu mérites. Et en t'aimant de cet amour inconditionnel, eh ben, l'univers il va t'envoyer des relations et des situations qui sont exactement sur cette même fréquence. Et pour t'aimer, il faut que tu te le prouves. Rappelle-toi qu'il n'existe pas d'amour, il n'existe que des preuves d'amour. L'amour est partout. Dans les livres dans lesquels tu t'abandonnes, dans les lieux qui t'émerveillent, dans les rencontres qui te bousculent. Il est ce ciment qui connecte tes souvenirs entre eux, qui connecte chaque lever à chaque coucher de soleil. Il tourbillonne dans ton cœur, dans ton ventre, dans tes poumons,
à chaque fois que tu entends ta musique favorite, à chaque fois que tu croises le regard d'un être rassurant, à chaque fois que tu goûtes au plaisir de la liberté. Il s'intensifie lorsque tu rêves, nourrit la passion que tu verses dans chacun des rêves que tu t'autorises avec vulnérabilité à imaginer. Et c'est lorsque tu te manifestes cet amour que tu es alors capable de le manifester aux autres. L'amour est dans chacun des recoins de ta vie, des erreurs que tu as commises, aux blessures que tu as vécues, aux échecs que tu as traversés. L'amour est là parce qu'il est ce ciment invisible qui, sans relâche, recolle une à une les pièces que tu pensais à jamais briser. Tu es la personne dont tu dois être le plus fier d'être et de grandir avec. Toutes ces personnes qui t'ont un jour fermé leurs portes t'ont guidé à retrouver ton chemin vers toi-même. Alors que ce voyage jamais ne cesse ni t'effraie, parce qu'à chaque étape, il te rapproche de ton centre. Tu es entière et suffisante. À toi seule, tu es entière et suffisante. Embrasse chaque jour de ce mois de juin et puis par la suite, comme une nouvelle opportunité de te dire je t'aime. La prochaine fois que tu hésiteras entre deux choix, quels qu'ils soient, rappelle-toi que tu mérites. J'espère du fond du cœur que ces mots t'auront nourri, qu'ils t'auront boosté, qu'ils t'auront inspiré. Si tu as envie de plonger dans ce voyage vers la connaissance et vers l'amour de toi-même, pour t'aider ensuite à avancer dans ton chemin, sur ton tapis, que ce soit vers Pincha ce mois-ci, mais aussi vers tout autre objectif qui est le tien. Apprendre à te connaître, apprendre à t'aimer, ça va être le ciment de cette transformation. Chaque semaine, je vais t'envoyer une lettre, donc une partie de cet épisode en version écrite, avec en plus des petits exercices de journaling qui vont t'aider sur ce chemin. J'ai hyper hâte donc de commencer ce nouveau mois ensemble autour de Pincha avec ce format immersif dans lequel on va pouvoir connecter, échanger, mais surtout créer des déclics, que ce soit sur comme hors de ton tapis de yoga.